Il a pris une chaise sur laquelle il est monté, il est tombé par la fenêtre. Donc on a été, mon mari et moi, interrogés par les policiers. Je crois qu'ils ont interrogé aussi le gardien et peut-être des voisins, je sais pas. Je me suis refait 1000 fois la scène dans ma tête. Alexandra, Thibaut. merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Bah écoute, merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, on va parler de ton livre, du coup, Antoine, mon fils. Je propose qu'ensemble, on raconte toute ton histoire autour de la perte d'un enfant, la reconstruction de la famille, le rôle du mari, des enfants, des frères et sœurs. Je pense que c'est une vidéo qui va toucher beaucoup de personnes. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux raconter l'accident du coup de ton fils Antoine? C'était un soir de juin, c'était en 2020, donc l'année Covid où on a été plusieurs fois confinés. Il faisait très chaud. J'étais à la maison avec 2 de mes filles et 2 de leurs amis. Mon mari travaillait, il était au service, il est restaurateur, donc il n'était pas à la maison. J'ai couché Antoine et j'ai installé les filles pour la soirée. Et moi je me suis mise à la cuisine pour, enfin tranquille pour la soirée. Et en fait à un moment donné, il s'est levé de son lit en cachette, il est sorti du lit, il a traversé ma chambre, il est allé dans mon bureau, il a pris une chaise sur laquelle il est monté, il est tombé par la fenêtre. On habite au 5e étage, il n'a pas survécu à sa chute. Il est décédé sur le coup? Il est décédé dans l'ambulance qui l'amenait à l'hôpital. Qui s'en est rendu compte? En fait, j'ai été prévenue par le gardien de l'immeuble qui a sonné à ma porte en me disant qu'il y a un enfant dans la cour et il est mort. Donc je suis descendue. En l'occurrence, il n'était pas encore mort à ce moment-là. Il y avait déjà des personnes qui avaient appelé les secours, qui sont arrivées très vite. Mais voilà, c'était... Est-ce qu'on peut parler d'un choc ou c'est encore pire que ça? Oui, évidemment. Je me suis installée à 21h. J'avais un fils qui allait très bien et qui m'a rappelé 3 fois pour que je lui chante sa chanson du soir. Et à minuit, il était décédé. Donc oui, c'est un très très gros choc. C'est violent sur tous les aspects. Et bien sûr, on n'est pas préparé à ça. Personne n'est préparé à ça. Pas du tout. Est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte suite à l'accident? Oui, il y a eu une enquête puisqu'il est formellement décédé sur la voie publique. Dans ce cas-là, il y a systématiquement une enquête. Donc on a été, mon mari et moi, interrogés par les policiers. Je crois qu'ils ont interrogé aussi le gardien et peut-être des voisins, je ne sais pas. En tout cas, les policiers ont été très bienveillants avec nous. Ils nous ont séparés, ils nous ont fait raconter la manière dont on avait vécu l'un et l'autre la situation. Mon mari est arrivé après les secours, mais avant qu'il soit évacué à l'hôpital. Donc voilà, on a raconté et on a dû attendre que formellement l'enquête soit terminée pour que l'enterrement ait pu avoir lieu. Et là, du coup, j'imagine que c'est toute une organisation qui se met en place, parce que ça, il faut préparer la cérémonie, etc. Et c'est du stress en plus. C'est du stress, mais à la fois, c'est aussi un moment où tous nos amis, notre famille sont venus nous voir, nous ont soutenus, nous ont épaulés, où on a le fait de préparer en fait la cérémonie, paradoxalement, ça aide aussi à canaliser l'énergie sur quelque chose, parce que évidemment on est obligé de se mettre en mode survie, de se faire à manger, etc. Donc là, le fait qu'on ait beaucoup de gens à la maison, ils nous nourrissaient, ils s'assuraient qu'on était pris en charge sur nos besoins basiques, on va dire. Et le fait de préparer cette cérémonie, ça nous a permis de penser à ce qu'on souhaitait faire passer comme message, y compris pour nous, y compris à nos enfants, de préparer les chansons, ce qu'on a fait avec en particulier les sœurs de mon mari qui sont venues. Donc il y a eu des moments, on peut pas dire qu'ils étaient joyeux, mais qui en tout cas étaient vraiment des moments familiaux, chaleureux. Nécessaires. Et en fait, on l'a pas du tout vécu comme une contrainte, mais plutôt comme un moyen de nous canaliser dans ce moment qui était évidemment extrêmement douloureux. Est-ce que tu t'es senti coupable de l'accident? Alors ça, c'est peut-être la question la plus difficile. La réponse, c'est oui, je me suis sentie coupable. Je me sens toujours coupable. J'étais la seule responsable ce soir-là. Il était sous ma responsabilité. Donc évidemment, je me suis refait 1000 fois la scène dans ma tête. Et si, j'avais fait différemment, je l'avais couché ailleurs, j'avais laissé la fenêtre fermée, etc. Après, peut-être que ça se serait passé quand même à un autre moment. Avec des si. Peut-être que ça aurait été sur la responsabilité de quelqu'un d'autre, que j'aurais peut-être pas moi-même réussi à pardonner. Enfin, donc, assez vite, rationnellement, on se rend compte que ces si, ça change pas la situation en fait. De toute façon, mon fils est décédé, il faut que je vive avec ça. Donc, je dois me rappeler régulièrement qu'il faut que je me pardonne. Ce que la plupart du temps, j'ai réussi à faire. Il y a une chose qui m'a aidée par rapport à ça, c'est que dans notre famille proche,
proches, on a eu un drame qui n'est pas comparable, mais qui est assez similaire, une noyade en l'occurrence. Et je sais que de très nombreuses fois, je me suis dit que ça devait être dur pour eux, mais à aucun moment, je me suis dit quelque chose du style, quand même, ils auraient pu mieux la surveiller. Ça m'a beaucoup aidé, moi, de ne pas avoir porté de jugement, en fait. Donc, c'est ce dont je me souviens quand je me dis que... Voilà, il ne faut pas que je m'en veuille plus à moi. Ah bien sûr, bah, tu vois, un accident malheureusement, c'est horrible à dire, mais c'est la faute à pas de chance. À chaque fois, c'est cette phrase qui paraît bénigne, mais face à ça, on est impuissant. Face à ça aurait pu être un accident de voiture ou quoi. Là, malheureusement, on peut rien y faire. Je donne une anecdote, mais j'ai sauté d'un pont un jour dans une séance de canyoning et je me suis fait très mal au dos, je me suis fracturé une vertèbre et je suis arrivée à l'hôpital en disant mais c'est quand même un accident vraiment bête et l'infirmière m'avait dit à ce moment-là, vous savez, il n'y a pas d'accident intelligent. Voilà. Tous les accidents sont bêtes malheureusement. Comment réussir à se pardonner? Je l'ai dit en partie, faut accepter de le faire déjà parce que c'est pas forcément si facile que ça. Et puis les autres m'aident beaucoup. Mon mari, ma famille, mes amis, ils sont avec nous pour nous aider dans l'épreuve et dans notre vie d'aujourd'hui et pas pour nous juger quoi. Donc ça a beaucoup aidé ça aussi. Comment ton mari lui a vécu cet accident, ce pardon aussi? Et est-ce que du coup votre relation a connu un avant-après ou pas? En fait on en a parlé, pas très souvent, mais on en a parlé. Il m'a dit qu'il comprenait que je m'en veuille et que c'était naturel que ce soit le cas, mais que lui m'en voulait pas. Il me l'a dit qu'une seule fois, mais c'était assez puissant. C'était important qu'on ait cette discussion et c'est vraiment bien qu'il le dise. Est-ce que notre relation a eu un avant et un après? Alors mon mari est formidable, c'est écrit sur la 4e de couverture. D'ailleurs il m'a dit on aurait pu s'arrêter là en fait. Dans le livre ça aurait suffi. Il est aussi hyper agaçant et parfois très pénible, donc on se dispute beaucoup, on s'est toujours disputé beaucoup, mais cet événement c'est un peu un exemple de ce que je vais dire, mais dans les moments difficiles on se serre les coudes malgré tout, on sait se dire ce qui est difficile à entendre, mais on est là l'un pour l'autre et là il est là pour moi, j'espère que je suis là pour lui aussi. Est-ce que vous en parlez aujourd'hui encore de cette histoire? On parle d'Antoine, pas tout le temps, pas tous les jours, mais ça nous arrive d'en parler, ça nous arrive aussi quand il y a des moments où on se sent pas très bien, de nous le dire, mais ça reste un sujet qui est difficile à aborder, même entre nous en fait. Ça vient parfois naturellement et puis parfois il y a beaucoup de temps qui s'écoule sans qu'on en parle. Tu penses qu'à terme ça restera un peu un sujet tabou ou à force des années? Je pense que le temps qui passe nous aide à en parler plus sereinement et à plutôt se remémorer les souvenirs que... Les bons souvenirs. C'est ça, exactement, qu'à parler du deuil. Et puis, voilà, on était à un événement, par exemple, il y a 2 semaines, qui était le mariage de sa cousine, qui était la grande sœur de la petite fille dont j'ai parlé, qui est décédée noyée. Ça a remonté, évidemment, pas mal de choses. On a réussi à s'en parler. Mais on s'en est pas non plus parlé pendant tout le mariage. Voilà, on s'est juste dit, c'est un peu chargé. Voilà. Bien sûr, c'était puissant. Du coup, tu m'as dit que tu avais d'autres enfants. Tu avais 3 filles, c'est ça? Oui, tout à fait. Comment elles ont vécu du coup cette épreuve? Alors c'est assez difficile pour moi de répondre à cette question parce que je suis pas forcément la personne à qui elles disent tout. Mes filles ont aujourd'hui 15, 13 et 9 ans, donc autant te dire que celles de 15 et de 13, je ne suis pas sûre d'être leur principale confidente. Elles ont été dévastées, extrêmement tristes. Elles l'ont exprimé plus ou moins naturellement. La petite peut-être plus naturellement que les 2 autres. La cadette a exprimé beaucoup de colère, de tristesse, etc. L'aînée a beaucoup parlé, écrit sur le sujet. Je pense qu'elle a moins exprimé à moi sa tristesse, mais pour autant elle était assez enfouie et elle est ressortie à plusieurs moments de manière un peu violente. Aujourd'hui elles vivent leur vie, mais c'est difficile de savoir. Enfin voilà, à 13 et 15 ans on a plein de problèmes, on n'est pas tout le temps content de notre vie pour plein de raisons. Bien sûr, c'est l'âge où on se sent pas à notre place, c'est l'adolescence. Donc savoir évidemment le décès de leur frère est un marqueur dans leur existence. Savoir à quel point ça pèse, est-ce que ça leur pèse justement ou est-ce que ça les aide, c'est très difficile à savoir. Donc on est vigilant, on essaye d'être à l'écoute, on essaye aussi de s'assurer qu'elles aient d'autres personnes à qui parler le cas échéant. Bien sûr. Mais je ne sais pas complètement répondre. Ok, très bien. En tous les cas, je pense qu'elles regarderont peut-être cette vidéo, donc on leur fait un coucou. Est-ce que suite à cette histoire, tu es devenue surprotectrice? Alors quand il y a un événement comme ça qui survient, alors je pense que c'est en particulier vrai pour les accidents, mais en fait je pense qu'un décès en général ça crée ça. Il y a un
peu la tendance naturelle à vouloir mettre tout le monde sous cloche, quoi. Et Bien sûr. juste après le décès d'Antoine, quand mes filles sortaient acheter des bonbons ou quoi, c'était vraiment très très dur pour moi de les laisser sortir. Je les voyais écrasés dans la rue, c'était horrible. Tu voyais le mal partout. Je voyais le mal partout, exactement. Ça s'appelle l'état d'alerte. C'est un truc qui est lié au traumatisme. Visiblement, c'est assez naturel. Et inversement, en fait, ça a tellement pas de sens, un accident comme ça, qu'il peut y avoir aussi le côté, de toute façon, ça sert à rien que je m'évertue à essayer de les protéger, même en faisant mon max, le pire est arrivé. Il faut trouver le juste équilibre pour réussir à revenir. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de revenir dans un équilibre qui était plus ou moins celui d'avant. Et puis en plus, maintenant, on a des adolescentes, voilà. Donc de leur laisser le bon degré de liberté pour qu'elles fassent des choses et qu'elles vivent leur vie. Et puis à la fois, de les alerter, de les protéger. C'est pas facile. Je pense que c'est facile pour aucun parent. Et puis avec ça dans le paysage, le décès de leur petit frère, c'est vrai que ça pose encore d'autres questions. Bon, on espère trouver l'équilibre. Ok, ça viendra après l'adolescence, tout ça, ça va venir. Est-ce que vous avez déménagé? Alors non, on n'a pas déménagé. C'est drôle, c'est une question que nous ont posé beaucoup de gens. Alors évidemment, l'appartement, c'est l'endroit d'où il est tombé. C'est un endroit qui est très chargé à cause de ça. Mais c'est aussi en fait l'endroit où Antoine a passé toute sa vie. Parce qu'en fait, on a aménagé dans cet appartement juste avant sa naissance. Donc il y a tous les souvenirs de sa vie aussi dans l'appartement. Et puis, il est très cool cet appartement, à part qu'il est situé au 5e étage. Mais ça fait aussi partie du fait qu'il est cool. On en a parlé en famille, etc. Et on a choisi de rester en se disant que si à un moment donné, pour les uns ou les autres, ça devenait trop pesant, on se poserait la question. Mais plutôt avec une raison des vivants. Parce qu'il faut qu'on déménage ailleurs ou parce que c'est devenu trop grand si un jour les filles s'en vont, ou etc. Mais une raison logique. Une raison logique, voilà. Ou alors vraiment parce que c'est devenu trop pesant, mais on s'est tous dit que c'était à ce stade en tout cas. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai que c'est pas juste le lieu d'un drame, c'est aussi le lieu où ils rigolaient, ils passaient des bons moments et tout. Exactement. Je te dis c'est intéressant parce que moi j'ai la fille d'un très bon pote d'enfance à moi qui s'était malheureusement suicidé dans une maison. Et en fait je me suis toujours posé la question pourquoi les parents n'avaient jamais déménagé. Et maintenant peut-être que j'ai une partie de la réponse qui est de dire voilà, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi des bons moments, peut-être pour se souvenir un peu de tout ça. Ouais, tout à fait. Quelle a été la réaction de la famille, des proches et des amis? On a eu, je pense, et on a encore aujourd'hui, énormément de chance. L'oncle de mon mari m'avait dit vous verrez, vous aurez des copains formidables. Et c'est vrai. Ils ont été là, ils sont encore là. Certains très présents, certains même plus qu'avant, certains un peu moins, qui se sont fait plus discrets. Mais que ce soit notre famille ou nos amis, on a eu que du soutien et des réactions qui allaient vers nous et pour nous, quoi, et pour nous aider. Ils étaient présents. Ils étaient présents, ouais. Okay, trop bien. Quelles sont les étapes par lesquelles on passe quand on fait le deuil d'un enfant? Alors, traditionnellement, on parle des étapes, c'est les mêmes pour tous les deuils, là, qui sont le déni, la colère, la résilience, etc. La culpabilité aussi. Alors moi, en fait, je me suis pas trop reconnue dans ces étapes-là, ni tellement la colère, ni même le choc, a posteriori, peut-être je me suis dit un peu, mais je me suis pas trop reconnue dans ces étapes traditionnelles du deuil. Et en revanche, j'ai vécu plein de choses dont personne ne m'avait jamais parlé. Par exemple, le deuil, c'est physique. Les douleurs qu'on ressent ou les choses qu'on ressent, elles se ressentent physiquement. On a du mal à dormir. Il y a des gens qui perdent leurs cheveux. Okay. Mon mari, il a fait ce qu'on appelle dans la famille une Édouard Philippe. Une alopécie, là, c'est ça? Il a eu la barbe qui a blanchi. Ouais. Et en fait, on est vraiment physiquement très impacté. J'ai une amie d'amis qui a perdu son fils qui m'a dit en fait la première année je l'ai passée à prendre soin de moi parce que je me suis rendu compte que mon corps souffrait vraiment. Et ça par exemple c'est quelque chose qu'on m'avait jamais dit. Enfin en tout cas que j'avais peut-être entendu mais que j'avais pas intériorisé. Et donc en fait je me retrouvais pas trop dans les phases traditionnelles décrite du deuil. Et j'ai une connaissance, un ancien prof qui s'appelle Robin, qui est très présent dans le livre. En fait, il m'écrivait chaque jour une petite anecdote qui finissait à chaque fois par une petite phrase de soutien, encore un pas. Et en fait, au travers de ce qu'il m'écrivait, en fait, j'ai réussi à analyser des sentiments que je vivais. Donc, en fait, petit à petit, j'ai commencé à lui répondre et à construire, à écrire au départ pour
moi ce que je ressentais en réponse à ce qu'il m'écrivait. Je donne juste un exemple. Par exemple, à un moment donné, il m'a écrit quelque chose sur la ressaca, qui est le nom de la gueule de bois en espagnol. Ah ouais. Qui veut en fait dire le ressac, quoi. Donc les vagues qui vont dans un sens et dans l'autre. Et en fait, j'ai trouvé que cette image des vagues était très très bonne pour décrire ce qu'on ressent dans le deuil, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est toute la journée chez nous apathique ou à pleurer. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Il y a des moments où on a l'impression d'aller très bien, et puis l'instant d'après, on a besoin de s'asseoir, on s'effondre en larmes, on oublie quelque chose, on y pense et ça nous serre la poitrine. Enfin, en fait, il y a tout un mélange d'émotions qui est très proche des vagues, en fait, qui avec le temps s'espacent et deviennent un peu moins violentes. Mais du coup, typiquement, bah voilà, et à chaque anecdote qu'il m'envoyait, ça me donnait une clé de lecture de mes propres émotions. Bah donc, j'ai pas du tout répondu à la question, mais je me suis pas reconnue dans les phases de deuil classiques. Et en revanche, j'ai trouvé d'autres choses. Et c'est l'une des choses qui m'a poussée à écrire, c'est que c'était pas du tout la manière dont j'avais perçu le processus de deuil jusque-là. Est-ce que justement, écrire un livre, ça t'a aidé dans ton deuil ? Comment ? Alors, clairement, ça m'a beaucoup aidé. On a une ancienne nounou qui est venue nous voir juste après le décès d'Antoine. C'est pas du tout la même histoire, mais elle a perdu un bébé, elle attendait des jumeaux et elle a perdu un des 2 jumeaux à la naissance. Et quand elle est venue nous voir après le décès d'Antoine, qu'elle avait gardé en l'occurrence, elle a apporté aux filles un espèce de journal intime absolument affreux, rose, avec un crocodile dessus, en moumoute, affreux. Mais en nous disant, moi j'ai beaucoup écrit, j'ai dessiné, etc. après le décès de mon bébé, et ça m'a aidé. Et en fait, je me suis dit, moi aussi, je peux essayer. Et vraiment, au début, c'était comme une catharsis, quoi. C'était vraiment pour sortir de moi toutes ces émotions que j'avais du mal à comprendre, qui étaient très envahissantes. Puis donc ça m'a aidé d'une première manière. La deuxième chose, c'est que ça a été un moyen pour moi très vite de sanctuariser, d'écrire les souvenirs que j'avais d'Antoine. J'avais besoin d'écrire tout ce que j'avais vécu avec lui. J'avais peur de les oublier. Donc j'avais vraiment besoin de les fixer, quoi. Et puis la troisième chose, c'est qu'au fur et à mesure que j'écrivais, je me disais, mais en fait, tout ça, alors évidemment, je l'aurais peut-être pas lu avant, mais j'aurais aimé qu'on m'en parle, qu'on me le dise, qu'on me l'explique. Je suis pas une scientifique, j'ai pas les clés du sujet, mais de se dire que en fait, je suis pas seule à ressentir ça, je suis pas en train de devenir folle, et qu'en tout cas, il y a plein d'autres gens qui ressentent ce type d'émotions. Et je me suis dit, en fait, ça peut servir à la fois aux personnes qui sont en deuil, et puis aussi à leur entourage qui souvent est un peu dans l'incompréhension ou à pas savoir comment réagir. Donc petit à petit, ça m'a aidé aussi en me disant, c'est aussi un moyen de passer des messages sur une épreuve dont on parle pas beaucoup. Comme on le fait aujourd'hui. Est-ce que suite au livre que tu as sorti, du coup Antoine mon fils, il y a beaucoup de gens qui t'ont écrit, envoyé des messages, des lettres peut-être, ou sur les réseaux, des commentaires? Alors oui, j'ai eu pas mal d'échanges suite au livre, essentiellement des parents qui étaient passés par des épreuves, en gros qui avaient perdu un enfant. Et on a eu l'occasion d'échanger sur les réseaux, voire dans certains cas de se rencontrer. Ça fait partie des choses que je trouve vraiment intéressantes, d'abord de savoir qu'on n'est pas seul, que en fait c'est un événement qui survient, pas forcément le côté accidentel, mais la mort d'un enfant plus souvent qu'on ne le pense. Et donc il y a énormément de gens autour de moi, mais y compris dans mon cadre professionnel et amical, dont j'ai appris qu'ils avaient perdu un enfant ou un frère ou une sœur, et avec qui on a pu échanger là-dessus alors qu'on l'avait jamais fait auparavant. Donc c'était bien. Est-ce que ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul à avoir vécu ce genre d'épreuve? Bien sûr. C'est malheureusement difficile à dire parce que ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui ont traversé ce type d'épreuve, mais oui, ça aide. Et encore une fois, ça aide à savoir comment est-ce qu'ils traversent les choses. Ce qui est plus compliqué, je trouve, c'est les messages qui peuvent être négatifs. Alors je parle pas de jugement, etc., mais des personnes pour qui, en tout cas moi c'était très dur au début, qui viennent et qui disent à 50 ans après, c'est toujours aussi douloureux pour moi, ou qui viennent me voir en me disant, ah oui, mon frère a perdu son fils, il ne s'en est jamais remis. Ça, c'est dur. Je me dis oui, mais ok, merci beaucoup, mais moi j'aimerais bien réussir à me relever, à avancer. À me relever parce que, encore une fois, j'ai 3 filles, j'ai une famille, c'est indispensable en fait. Bien sûr. Voilà, c'est la partie qui peut être un peu plus difficile à entendre. Ok, je comprends. Comment s'autoriser à rire de nouveau, à avoir du bon temps après un drame pareil? À quel moment on a ce déclic-là de se dire, j'ai le droit de
d'avancer dans la vie, j'ai le droit de... La vie est pas finie, voilà, comment... Alors d'abord, d'après moi, c'est pas un droit, c'est un devoir en fait. Alors ça peut être conscient ou non, et c'est pas vraiment un choix, mais en gros, soit on fait le choix de la mort, soit on fait le choix de la vie. Si on fait le choix de la vie, autant y aller jusqu'au bout, le faire à moitié, en restant sans arrêt emprisonné dans la douleur, c'est d'après moi pas viable en fait, donc pas acceptable. Enfin, typiquement, mes filles, elles ont déjà vécu le décès de leur frère. Si elles peuvent éviter d'avoir en plus des parents déprimés à la maison, ce serait quand même pas mal pour elles. Bien sûr. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que la douleur, on peut pas la contourner, elle existe, elle est là. On n'a pas à se sentir obligé d'être tout le temps dans cette douleur. Il y a plein d'autres manières de rester en contact avec la personne qui est décédée, en fait, d'en parler avec le sourire, de s'en souvenir différemment. Et en fait, c'est ça que vraiment j'ai essayé de faire en écrivant le livre et en faisant d'autres choses. On a été planter un arbre chez des amis sur leurs conseils. Mais en fait, c'est d'autres manières de se souvenir et d'ancrer les choses qui sont positives et qui sont pas que dans la douleur. Donc je réponds pas complètement à la question encore une fois. Je sais pas comment on fait pour y arriver, mais moi en tout cas, je l'ai vécu comme une obligation absolue de pas de rire à nouveau. Pour moi, c'est indispensable. En fait, pendant la cérémonie d'enterrement, on a chacun parlé. Mon mari, moi et ma fille aînée a parlé également. Et en fait, pendant que j'ai parlé, alors mon mari a parlé d'amour et moi j'ai plutôt parlé de la mémoire et du souvenir. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai parlé de mon mari et où j'ai dit, comme je l'ai fait aujourd'hui, qu'il était à la fois formidable et très agaçant. Et en fait, j'ai entendu dans la salle, alors qu'il y avait 500 personnes qui étaient bien entendues à un enterrement d'un enfant, donc c'était évidemment très dur. J'ai entendu un petit bruissement du sourire de la salle et en fait je me suis dit c'est bien parce que les gens sont là à un moment qui est évidemment très dur, mais déjà tout le monde était habillé en couleur et en blanc et donc c'était aussi le côté la vie reprend. Parfois quand il y a un décès ou un accident, on se rend compte, donc là je pense à un truc qui a rien à voir, mais on a un ami qui s'est blessé un soir de 31 décembre, pour le coup un truc vraiment débile, on s'est tous retrouvés à l'hôpital et c'était un peu chargé, en plus les infirmières étaient assez mécontentes d'être dérangées un 31 décembre pour une bêtise et en fait il avait un trou dans sa chaussette et c'est resté un peu le truc de en fait plus rien n'était grave. Je pense que on se rend compte que très vite on revient à des choses qui sont banales en fait. Okay. Et c'est aussi ça qui permet de se remettre à rire, de se remettre dans le quotidien. Pas rester tout le temps dans la tristesse et tout, sinon on n'avance pas. Et en fait pour le coup elles m'aident les trois, alors m'agacer aussi pour d'autres raisons, mais elles vivent leur vie, de temps en temps elles se font des fous rires, etc. Donc en fait ça nous remet nous aussi dans le côté... la vie continue quoi. Alors on fait des bisous, on les aime fort. Est-ce qu'il y a un jour après cet accident où tu n'arrivais pas à te lever du lit par exemple, à quoi tu pensais à ce moment-là? Je pose ce genre de questions parce que malheureusement je pense que beaucoup de personnes vivent des deuils, ils sont peut-être dans cette situation-là. Qu'est-ce qui t'aidait justement à te lancer dans la journée? Alors j'ai jamais vraiment eu le côté j'arrive pas à me lever. J'ai eu deux choses très fortes, c'est d'une part des insomnies, alors pas forcément à ressasser etc, mais des moments où je me réveille et j'arrive pas à me rendormir, ça ne m'arrivait jamais avant. Et effectivement ce côté, pas au point de pas réussir à me lever, mais vraiment d'avoir envie de rien, de se sentir épuisé physiquement, d'avoir, je l'avais beaucoup au début, je l'ai quasiment plus aujourd'hui, mais une pierre dans la poitrine en permanence, la gorge nouée. En fait, c'est les autres, je pense, qui m'ont vraiment beaucoup aidé, donc mes filles, j'en ai parlé, mais mes amis aussi qui m'ont très régulièrement écrit, qui m'ont proposé des choses qu'au début j'ai parfois refusé, parfois accepté. Et puis ce côté, en fait, il y a deux choses. C'est de temps en temps, il faut se botter les fesses et se dire, ok, en fait, si j'y arrive pas, en fait, je vais prisonnier dans ce truc-là. Et puis, donc se botter les fesses un petit peu. Et aussi s'autoriser à de temps en temps aller pas bien, quoi. Donc, y a des moments où j'ai fait la sieste, où je me suis posée, où je suis rentrée chez moi. Et typiquement, le 25 novembre, qui est le jour de l'anniversaire d'Antoine, ceux qui ont eu lieu depuis son décès, je suis jamais allée travailler. Parce que c'est impossible pour moi. Je sais que je commence à pleurer dès le matin. En plus, il y a des gens qui m'écrivent, donc parfois ça me fait sourire, parfois ça me fait
fait pleurer, mais c'est forcément très chargé, bah du coup je reste chez moi et puis c'est très bien comme ça. C'est la journée à toi où t'es tranquille. Et à lui un peu aussi. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup d'humour dans ton livre. Est-ce que l'humour, peut-être l'humour noir, le second degré, ça t'a aidé? Alors clairement oui. L'humour, ça m'aide à un peu surmonter mes émotions, moi. Quand je suis gênée, quand j'arrive pas à exprimer quelque chose, bah, le contourner avec une petite blague, ça rend les choses plus faciles, y compris pour moi, pour les dire. Et puis, bah, encore une fois, c'est aussi ça qui permet de remettre un pied dans la vie, quoi. Donc je pense pas avoir fait d'humour noir à proprement parler, mais par exemple, quand on est parti planter le cerisier en Normandie, on était encore confinés. Donc ça faisait, je sais plus quoi, la 3e fois qu'il y avait un confinement. Mais était autorisé à l'époque, je sais pas quoi, les cultes, les rassemblements pour cultes de pour d'aller à l'église peut-être, ok. Donc on avait prévu, si jamais on se faisait arrêter, de dire que c'était pour un culte, ce qui était vrai, puisque quelque part on allait faire une cérémonie. Bien sûr. On a pris un engagement solennel entre nous de faire pleurer les policiers si jamais ils nous arrêtaient. C'était assez drôle ce moment en fait, et bon, ils nous ont pas arrêtés, donc on n'a pas pu tester si ça avait fonctionné. Mais en fait, bah, à la fois, on savait tous que cette cérémonie elle était très chargée émotionnellement, que c'était à la fois doux et dur, mais ce côté, on en rit aussi, ça permettait de la rendre agréable pour tout le monde en fait. Je crois pas que ce soit de l'humour noir, c'est plutôt un peu de légèreté. Un peu de légèreté, exactement, dans des moments qui sont compliqué. Est-ce que tu as été déçu de certaines personnes pendant cette épreuve? Ou alors d'une institution, ou je sais pas, de paperasse, de papier, un truc qui t'a pas aidé à faire ce deuil? Alors globalement non. Il y a des personnes qui ont pu être maladroites à certains moments, mais moi je l'ai été aussi et je le suis encore. Les seuls qui ont pu me rendre un peu triste, c'est ceux qui se sont vraiment éloignés, mais vraiment il n'y en a pas eu beaucoup. Après, sur les institutions, alors j'ai plutôt eu des bonnes surprises. Je vais donner un exemple qui est très trivial, mais quand j'ai dû renouveler mes cartes famille nombreuses, bah, j'ai dû mentionner le décès d'Antoine, parce qu'il faut envoyer une photo à jour et une copie du livret de famille. Ils m'ont laissé mes cartes comme si j'avais 4 enfants. Donc je pense que c'est la personne qui a traité le dossier. Je suis pas sûre que ce soit un truc de la SNCF, mais donc j'ai trouvé que c'était un geste touchant. En revanche, j'ai eu des problèmes, des petits soucis administratifs avec la sécurité sociale par exemple. J'ai eu une anecdote qui est assez horrible. On a écrit à mon mari pour lui annoncer qu'on était désolé pour mon décès. Ah donc, ouais. En fait, j'ai dû appeler la sécurité sociale pour dire que ce n'était pas moi qui était décédé, mais mon fils. Donc ça avait été mal enregistré, etc. Et ça, c'était évidemment un moment qui était très difficile, même si on en a aussi un peu rigolé parce que c'était. Je m'imaginais en train d'appeler la sécurité sociale et de dire qu'en fait je n'étais pas mort. Bonjour. Tous les sujets administratifs sont super durs à gérer dans ces moments-là. Ouais. Moi, j'ai délégué sur toute ma famille. C'était sûrement très très dur pour eux aussi, mais c'était carrément impossible pour moi d'appeler l'école, le centre aéré, etc. Ouais. Donc ils l'ont fait pour nous. Ça, c'est vrai que c'est super dur. C'est un travail d'équipe, quoi. Vraiment un travail d'équipe. Et c'est vrai que si jamais, vous avez des deuils dans votre entourage et des gens qui sont très touchés, essayez de les aider sur cet aspect administratif. Ça peut être très très aidant parce que c'est vraiment difficile. Du coup, tu as fait quelques interviews télé et j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui revenait de temps en temps. C'est les gens qui te reprochaient de sourire. Oui. Quand tu parlais, en fait, il disait « Pourquoi tu souris alors que tu parles du décès de ton fils ?» Il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces personnes-là? Bon, d'abord, je ne le fais pas exprès. Ouais. Là, je viens de le faire, par exemple. Quand je suis gênée, quand je suis pas bien, quand je suis un peu submergée par mes émotions, en fait, j'ai une forme de réflexe qui est de sourire. C'est comme ça. Après, quand j'ai eu ces commentaires-là et tout ça, je me suis dit faut que je fasse un effort pour prendre une tête d'enterrement et tout. Par rapport à tout ce que j'ai dit sur le rire, sur l'importance de... Non, je pense que tant que tu le justifies, c'est bon. Je me suis dit que c'est toi, c'est toi. J'avais pas envie de le faire à l'envers, donc... c'est comme ça. Bien sûr. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Puis c'est pas à toi de t'adapter aux gens. C'est les gens qui doivent comprendre, qui sont pas passés par là où tu passes. Et comme on dit, les commentaires, tu vas pas adapter ton caractère aux commentaires des réseaux. Et après, il y a un commentaire de mamange, donc de mamans qui ont perdu leur enfant que j'ai souvent vu. De mamange, on dit? Oui, c'est un... Ok. Alors c'est plus employé pour les mamans qui ont perdu un enfant pendant leur grossesse ou juste après. Mamange, ok. Donc c'est un terme qui est employé régulièrement. Bref, beaucoup
beaucoup de ces mamans, je témoigne du fait que à partir du moment où elles sourient, les gens pensent qu'elles vont bien. Et en fait, sourire, c'est aussi justement rentrer dans la vie, y compris dans la vie sociale, etc. Et ça veut pas forcément dire que tout va bien à l'intérieur. Et je pense qu'indépendamment du deuil, il y a plein de personnes qui sourient parce que... par politesse. Par politesse, ou parce que c'est plus facile aussi de communiquer avec les autres et qui pour autant sont pour diverses raisons un peu ravagées à l'intérieur, qui souffrent, etc. Donc globalement, aller un peu au-delà de ça, c'est pas mal dans l'absolu. Ouais, c'est pas vrai. Il faut aller au-delà de la façade, juste du sourire et s'intéresser aux gens vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, tu parles encore avec ton fils, peut-être par l'intermédiaire de la prière ou une autre façon, je sais pas? Alors oui. Oh non, t'as pas de Dieu, sois pas gêné. Alors je suis pas très religieuse, je suis agnostique, quoi, je sais pas très bien si je crois en Dieu ou pas. Mais en tout cas, dans ma famille, on a toujours eu pour habitude de communiquer avec nos morts. Ils nous prennent tous pour des fous. Non, on n'est pas là pour te juger, t'inquiète pas. À parler avec nos grands-parents décédés. Ma grand-mère, quand mon grand-père est mort, nous disait régulièrement je me dispute toujours avec lui, mais maintenant parfois j'ai le dernier mot. Et donc oui, ça m'arrive de discuter avec Antoine. En fait, quasiment tous les matins, je lui chante une petite chanson qui était la berceuse que je lui chantais très très faux tous les soirs, qui est Petit garçon. Et puis ça m'arrive quand je suis toute seule en voiture ou quand je suis aux toilettes beaucoup, de lui parler, mais à lui et à d'autres personnes de mon entourage qui sont décédées en fonction des sujets. Ça peut être ma grand-mère parce que on a fait un plat qu'elle faisait quand elle était encore en vie, en lui disant qu'on en avait bien profité, etc. Donc c'est pas vraiment des prières, mais c'est plutôt une manière de penser à eux. Bien sûr, c'est génial. C'est à voix haute ou c'est plutôt à l'intérieur? Alors c'est le plus souvent à l'intérieur, mais quand je suis seule en voiture, ça m'arrive même de Ah, dingue. Donc voilà, ça y est, je suis vraiment folle. Trop bien, non, c'est trop bien. Est-ce que discuter et être au contact d'une psychologue, ça t'a aidé, toi? Alors oui, moi j'ai vu une psychologue plusieurs fois après le décès d'Antoine, en gros... De toi-même ou on t'a conseillé? On me l'a conseillé, mais de moi-même, ça m'a été indispensable à un moment donné de parler, d'échanger. Ça s'est étiolé avec le temps et là ça fait plus de 2 ans que j'ai pas revu de psychologue. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai écrit le livre, c'est de lire des témoignages à propos du deuil, des livres plutôt de type essai par un ou des psychologues, en particulier les ouvrages de Monsieur Fauré m'ont pas mal aidé, mais aussi des témoignages. Ça m'a aidé à comprendre les mécanismes. Donc c'est pas que la psychologue qui m'a aidé, c'est aussi d'autres témoignages. D'accord, c'est vraiment un travail de la psychologue, de toi, de lecture. Et mes amis aussi, ils m'ont beaucoup servi de psy, évoquer des sujets, poser des questions, ouvert des thématiques, c'est mes psys. Une discussion, voilà. Sur la couverture, on peut lire « Quand on perd un enfant, le cœur ne rétrécit pas, il se casse ». Qu'est-ce que tu as voulu du coup dire par là? Alors cette phrase, elle est un peu violente, donc on a eu quelques discussions avec mon éditrice, parce que hors contexte, elle est assez forte. Le contexte, c'est que le côté rétrécir, c'est parce que y a un truc assez bizarre qui se passe quand on a plusieurs enfants. C'est que une fois qu'on a un enfant, on se dit qu'on n'aura pas la place pour en avoir un deuxième, tellement on aime le premier, on se dit que ça va pas. Et en fait, il y a un truc qui se passe quand on a un autre enfant, c'est comme si le cœur s'élargissait, quoi. L'amour se multiplie. Robin, avec qui je dialogue dans la deuxième partie du livre, parle de part de tarte et il dit que l'amour pour ses enfants, ça se partage pas comme des parts de tarte, c'est autre chose C'est une deuxième tarte. C'est une deuxième tarte qui apparaît, exactement. Et en revanche, quand on perd un enfant, ça part pas dans l'autre sens. Vraiment, ça se casse. Alors en français, le truc c'est que les expressions, c'est soit ça me fend le cœur, et en fait cette expression elle est pas suffisamment forte pour exprimer ce qui se passe, ou alors on dit j'ai le cœur brisé, et là ça sous-entend que c'est en 1000 morceaux et que c'est complètement irréparable. Et en fait moi j'aime bien l'expression anglaise heartbroken, cassé, parce qu'en fait oui c'est cassé, mais ce que j'espère, et c'est ce que j'essaye de passer comme message aujourd'hui et puis dans le livre aussi, c'est que c'est réparable. Alors sûrement qu'on voit les pansements,
voilà, c'est ça, les endroits où ça a été réparé, mais y compris exactement, dans la culture asiatique, c'est à l'endroit où on peut mettre du doré et ça fait autre chose, un autre objet, mais ça fait partie de l'histoire de l'objet. Donc c'est ça l'histoire de la phrase et son contexte. Tu as dit dans une interview que j'ai regardé que au sein de la famille, chacun ne vit pas le deuil de la même façon et que par exemple, le cas concret, les photos d'Antoine, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut les cacher? Est-ce qu'il faut les mettre en évidence? Quelle a été la discussion, vous, du coup, dans votre famille? C'est une discussion qui est un peu toujours en cours. Il y a des perceptions du sujet qui sont assez différentes en fonction des personnes. Il y en a qui ont envie que les photos soient très visibles dans un endroit que tout le monde voit, d'autres qui souhaitent plutôt les avoir dans leur chambre, voire dans un album qu'on doit ouvrir quand on en a envie. Alors moi j'avais pas très envie que ce soit au milieu de mon salon par exemple, mais je trouvais qu'avoir un endroit dans la maison, en l'occurrence il y a des photos sur la cheminée, que c'était bien, mais encore une fois on n'était pas tous d'accord. Donc il y a autant de sensibilité que de personnes, donc on a essayé de trouver un compromis qui convienne plus ou moins à tout le monde, avec des tableaux qui disent sans dire, quelques photos, mais qui sont à des endroits où on peut aller les voir si on le souhaite, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir devant nous en permanence. Bon, voilà, donc on est allé sur un compromis. Ok, ça va pas être facile, ouais, c'est vraiment... C'est compliqué. Ouais, c'est une sorte de contrat un petit peu, chacun avance ses arguments. Okay. Quelle place du coup occupe Antoine aujourd'hui dans la maison? Est-ce que vous en parlez au quotidien? Ou de temps en temps? Ouais, donc dans la maison, du coup, il a des photos. À certains endroits, c'est devenu un peu plus naturel qu'au début, quand on en parlait. Il y a donc une toile à un endroit dans la maison qui est une toile que mes parents, mes frères et sœurs nous ont offert pour un Noël qui a été fait par un artiste vichysois, qui est une toile de beluga parce que c'était son surnom. Donc ça, c'est un petit clin d'œil qui quelque part concerne que nous. On sait, mais c'est discret. De savoir. Ouais. Et après, dans nos conversations, je trouve que progressivement, il revient plus naturellement dans ma famille, dans celle de mon mari. De temps en temps, on parle de lui, ou on se dit même avec les filles, ah tiens, quand Antoine était là, ça aurait fait ça. Il a sa place. Est-ce que tu aurais un message à adresser aux personnes qui vont regarder cette vidéo, que ce soit aux enfants, aux frères, aux sœurs, aux parents, qui ont perdu un être cher? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre toi à ce moment-là, ou qu'est-ce que tu aimerais leur dire? La première chose, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir. La douleur, c'est pas le seul moyen de garder le lien, et il y en a plein d'autres. C'est ce que j'essaye d'exprimer via le livre, l'arbre, etc. Il y a eu beaucoup de témoignages de sympathie aussi qui ont eu lieu après les différentes interviews et après le livre. Donc il y a plein de moyens dans un deuil de le vivre, je mets beaucoup de guillemets, mais positivement. Pour autant, et c'est le deuxième message, c'est douloureux. Donc il faut savoir le dire, il faut savoir demander de l'aide, il faut savoir l'accepter quand on nous l'amène et prendre tout ce qui nous est proposé. La troisième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est l'aspect physique que j'ai évoqué un peu plus tôt. En fait, ça atteint vraiment physiquement, donc il faut essayer de prendre soin physiquement de soi, surtout dans les mois, voire années qui suivent le deuil, parce que ça pèse beaucoup. Il y a une très bonne chaîne vidéo pour se tenir en forme. Bien sûr, exactement. Faire le sport peut aider peut-être. C'est ça, exactement. La dernière chose, qui est donc je pense la quatrième, c'est laissez-vous du temps. Ça prend du temps, on me l'avait dit, ça m'avait un peu révolté au début, mais c'est normal que tout se passe pas bien tout de suite, c'est normal que ça fasse des vagues, voilà. Donc laissez-vous tout le temps qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Si j'ai le droit à 3 vœux, bien sûr. Plein d'amour. Ça fait un peu bisounours, mais je pense que c'est très important. Des rires, on en a parlé, et que mes enfants soient épanouis. Trop bien, trop bien. Bon, on te souhaite tout ça alors et que ça se réalise. Merci. Trop bien. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre alors du coup? Sur toutes les plateformes, donc Cultura, Fnac, Amazon. Ouais. Et puis dans n'importe quelle librairie, avec un peu de chance, le poche sera en rayon, et puis sinon sur commande. Très bien. Et bien écoutez, voilà, je vous invite à lire et à découvrir du coup toute ton histoire. Merci beaucoup Thibaut. Est-ce que ton livre est dur à lire pour les âmes un peu plus sensibles? Clairement, il y a des ascenseurs émotionnels et des parties qui sont difficiles. Après, à partir du moment où vous avez réussi à venir jusque-là dans la vidéo, il n'y a rien de plus difficile, je pense, dans le livre. Je l'ai écrit en fait en me disant que avant ce drame, j'aurais peut-être pas ouvert un livre comme celui-là. Donc je l'ai écrit en pensant au moi-même d'avant. Donc j'espère avoir préservé les sensibilités autant que faire se peut. Très bien, parfait, top. Merci beaucoup. Merci Thibaut.